Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Je suis très excité car aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va regarder les PDF de Shadow Dark. Donc je vous avais parlé de Shadow Dark. Les PDF viennent d'arriver. Je me suis dit, j'avais envie de partager mon excitation. Alors je vais pas tout découvrir. On va commencer par le livre de base. C'est le truc que j'aurais un peu le plus vu étant donné que j'étais assez impatient. Donc je me suis renseigné. On va commencer par le livre de base et puis ensuite on va aller regarder un peu les autres trucs qui ont été reçus. Je vais pas aller en profondeur dans tout le truc, peut-être qu'on refera une vidéo pour que je vous fasse d'autres retours et tout. Moi j'y ai déjà joué 3 fois à Shadow Dark parce qu'il y avait un kit d'initiation que j'ai fait jouer 3 fois. Je suis très très content de ce que ça a donné en jeu. Donc voilà, on est parti. Shadow Dark, c'est un peu ce qui pourrait s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler un jeu old school. Donc c'est pas un jeu qui va venir innover énormément de choses. C'est ce qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent à quoi ça sert d'acheter un énième jeu de ce genre. Je pense qu'on peut acheter les jeux pour plein de raisons différentes. Il faut peut-être que je recadre un petit peu. Bon, je cache des petits bouts, malheureusement. On peut acheter un jeu pour plein de raisons différentes, pour son système complet, c'est-à-dire je sais pas, un jeu comme Pathfinder ou un jeu powered by the Apocalypse si on connaît pas de jeu powered by the Apocalypse. Enfin, il y a des innovations en termes de système. Ensuite, il y a des innovations en termes de règles. On va voir que ce jeu, en l'occurrence, c'est plus au niveau de quelques petites règles qu'il y a quelques trucs un peu originaux. Mais sinon, c'est du D20, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est du déjà vu. Mais il y a autre chose encore. Il y a donc l'univers, il y a les illustrations aussi. Il y a des jeux qui sont super pour leurs illustrations. Il y a des jeux qui sont bien pour leur table aléatoire. Il y a des jeux qui sont bien pour les scénarios qu'ils proposent. Et puis, il y a encore autre chose, c'est la mise en forme. Vous voyez, je pense que ce qu'on va voir, enfin, c'est pas je pense, je le sais puisque j'ai déjà vu des trucs, que déjà, Shadow Dark, c'est un jeu qui est hyper lisible. Et ça fait vachement plaisir. Parce que on sent que c'est un bouquin qui est pensé pour être utilisé à la table, en fait. Qu'on soit pas obligé d'avoir 15 000 aides de jeu à côté, 14 000 machin. C'est un truc très complet, c'est une bonne base. Et ça va me permettre d'aller réactiver des trucs que j'avais un peu laissés de côté, genre par exemple Macchiato Monster, que je considère toujours étant un jeu super intéressant. J'en avais parlé avec des mécaniques que je trouve cool. J'y ai joué un petit peu, mais voilà, la forme qu'avait prise la campagne que j'avais lancée m'a fait abandonner au bout d'un moment. Pareil pour Forbidden Lands. Forbidden Lands, on en reparlera un peu plus dans une prochaine vidéo, de ce côté prendre des livres de jeux de rôle comme des sources plutôt que comme des contraintes. Il y a plein de jeux comme ça, OSR, que j'ai acheté, qui me donnait pas plus envie que ça d'y jouer, même si à chaque fois je trouvais qu'il y avait plein de trucs cool dedans, et en fait j'en ai acheté plusieurs, j'en ai lu plusieurs, et puis j'en cherchais un qui me servirait de base pour faire tourner tous les autres, entre guillemets. Et a priori, après mes premiers tests, Shadow Dark, ça va être ça. Et donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, qui est vachement cool, c'est qu'en termes de mise en forme, c'est hyper bien pensé, parce que vous voyez tout de suite, chaque double page, par exemple, là c'est les races, c'est une double page. Là c'est une classe, c'est une double page. Là c'est une autre classe, c'est une double page. Donc il y a une lisibilité, c'est vraiment un tableau de bord en même temps, comme bouquin. Donc là, classique dans l'intérieur, alors j'ai pas encore la version physique, mais ça du coup ce sera l'intérieur de la couverture. On a des références tout de suite. On a ça aussi pour des jeux comme Morkborg. Et en fait, cette manière de faire a été reprise dans plein de jeux. Donc c'est un jeu avec à des 20. Qu'est-ce qui change par rapport à Donjons & Dragons? Déjà, nos bonus de force et d'agilité s'ajoutent pas aux dégâts. C'est un calcul à faire en moins, une valeur en moins à adapter. Quand on fait des dégâts, c'est les dégâts de notre arme. Plus des talents, potentiellement, si on est guerrier, etc. On a des niveaux de difficulté. Donc easy, c'est difficulté 9, jusqu'à extrême, difficulté 18. On a des jets de morale, donc un truc qu'on retrouve dans pas mal de jeux du genre. Pour voir si les ennemis finissent par fuir pendant le combat. On va faire ce jet lorsque on a éliminé le leader du groupe ou lorsque on a éliminé plus de la moitié du groupe. On a un système de mort, donc qu'il y a eu déjà plusieurs fois utilisé quand j'ai fait le kit d'initiation. Grosso modo, quand vous arrivez à 0 point de vie, vous jetez un des 4, vous ajoutez votre modificateur de constitution, c'est le nombre de rounds qu'il vous reste à vivre, sauf si on vient vous aider. Donc il y a un côté urgence quand il y a quelqu'un qui tombe à 0 point de vie. C'est pas comme dans Donjons & Dragons où en moyenne la personne va survivre 6 tours en moyenne. Et donc ça j'aime bien parce que ça recoupe avec un peu ICRPG. ICRPG qui est un jeu dont je vous ai déjà parlé, où j'ai fait une campagne avec. Le principe de mettre de l'urgence dans les combats, des timers en fait, des trucs qui vous obligent à agir. Donc la mort peut être relativement punitive, mais pas trop parce que on meurt pas à 0 point de vie comme dans d'autres jeux. Toutes les distances, ici vous voyez en haut à droite, toutes les distances sont gérées de manière assez abstraite. En fait, il y a
proche. Enfin, il y a corps à corps, proche et loin. Voilà. C'est comme ça que sont mesurées les distances des sorts et tout. Vous voyez, si on prend des... Il y a des armes à distance là. Ouais, par exemple, un javelot. Non, pas un javelot, un arc là. Voilà, la distance, c'est loin. Alors qu'un javelot, justement, c'est soit corps à corps, soit loin, sa portée. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a tout de suite, on voit qu'il va y avoir de l'arbitrage, comme dans pas mal de jeux du genre. Ce qui me va très bien parce que je préfère passer du temps à arbitrer plutôt qu'à mesurer. Voilà, donc là on a vraiment des règles de base. Après il y a le spell focus, donc il y a un truc de concentration comme dans D&D pour des sorts qu'on veut maintenir. Il faut savoir que c'est un jeu où on va jeter des dés quand on lance les sorts, donc c'est un jeu dont l'équilibrage se fait moins par rapport à 1 milliard d'options que vont pouvoir choisir vos personnages pour venir customiser leur truc. En gros, on n'essaye pas d'équilibrer avec plein de capacités différentes. L'équilibre il va se faire grâce au hasard en fait. Tout le monde va être soumis au hasard. Donc c'est un choix de game design que j'apprécie personnellement parce que j'aime bien jeter des dés et puis on voit ce qui se passe. Et puis voilà, ça permet aussi de décharger un petit peu le MJ d'une bonne partie de son arbitrage, d'injecter pas mal de hasard. C'est des trucs qu'on va retrouver dans Dungeon Crawl classique par exemple comme jeu de rôle. Bref, donc qu'est-ce qu'on a dans la table de contents? Donc là, tout ce qui va être la partie caractère, là, finalement c'est des trucs qu'on aurait retrouvé dans le kit d'initiation. Je pense que ce qu'on va avoir en plus, ça va grosso modo être plus de sorts, mais pas grand chose de nouveau parce qu'on va voir qu'on customise pas énormément son personnage dans ce jeu. On y reviendra après. Gameplay, il y a le carousing, donc ouais, on va plutôt avancer plutôt que je vous décrive la table des matières. Donc là on a une définition un petit peu du jeu, qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Shadow Dark, ça va être plutôt un jeu d'aventure. Hein, concrètement, on n'est pas là pour raconter l'histoire. Alors, on va raconter l'histoire de personnages, comme dans tout jeu de rôle, mais pas des intrigues qui tournent autour de l'histoire de nos personnages. Notre personnage, il va pas avoir un background énorme, etc. Ça va être pas une feuille blanche. On va lui mettre quelques caractéristiques qui vont lui permettre de lui donner un peu de saveur avant de commencer la partie. Mais son histoire elle va vraiment se créer en jeu pendant l'aventure. Et quand le personnage il arrive niveau 1, bah, c'est sûrement un gars qui a pas fait grand chose de sa vie, en fait, finalement. Et on va voir ce qu'il va faire pendant le jeu. C'est aussi un jeu, on va avoir pas mal de dungeon crawling. Donc, on va faire beaucoup d'exploration, explorer des lieux plutôt que vraiment faire des quêtes ou tisser plein d'intrigues entre les personnages. Ça, c'est plutôt accidentel, ou en tout cas ça va se développer en jeu, mais le MJ va pas particulièrement en général prévoir des méga intrigues, je pense, dans du Shadow Dark, notamment parce que les personnages ont une certaine fragilité. Donc on va pas trop s'attarder sur l'histoire des personnages. Ceux qui survivront seront les héros. Donc là les basiques, les dés, donc il y a la règle des avantages introduits par la 5e édition de Donjons et Dragons. Il y a le principe de round, donc c'est-à-dire qu'on fait des tours de table, vraiment. Chacun de nos tours on va jouer. Et ce principe de round, on va le retrouver dans les combats, mais pas seulement. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, on n'est pas obligé de faire à toi dans un ordre précis, mais c'est une dynamique de jeu qu'on essaie d'installer, quoi. C'est pas du free talk, quoi. On n'est pas tous en train de parler en même temps, parce qu'en fait, derrière, on veut appliquer une pression par rapport justement à l'écoulement du temps. Et donc, on va voir qu'il y a des mécaniques un peu de temps réel. Le MJ, en fait, il va jeter des jets de rencontres aléatoires à chaque tour de table, et les torches dans le jeu s'éteignent autour 1, 2, 3, s'éteignent au bout d'1 heure en temps réel, ce qui force un peu les joueurs à essayer d'agir vite et met une certaine pression. C'est des règles qui sont assez souples. Je suis en train de spoiler ce qu'on va voir après, mais on n'en reparlera pas après, on passera au-dessus du coup. Mais c'est une manière de gérer, quoi. C'est un outil pour le MJ, pour l'arbitrage, mais on reste souple là-dessus, évidemment. Je trouve que c'est une bonne idée, ça marchait pas trop mal pendant les parties qu'on a faites, parce que du coup, il y a les torches qui se sont éteintes à des moments complètement inattendus, et des fois, la situation a fait qu'à ce moment-là, il y avait un monstre qui arrivait, donc du coup, c'était la panique complète pour les joueurs, notamment parce que il n'y a aucune des ancestries, donc des origines des personnages qui a la vision nocturne par rapport à un D5, donc l'obscurité est vraiment un danger, puisqu'on va jeter tout le GD avec des avantages dès qu'on sera dans le noir. Ensuite, on a les 6 stats classiques, les checks, machin, enfin là, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Donc, notre personnage est défini par quoi? Par un nom, par son ancestry, par sa classe, par son niveau, par l'XP qu'il a, par un alignement. Donc on n'a pas bon, mauvais, on a juste neutre, chaos et loi, enfin loyal et chaotique.
On a un titre à chaque fois qu'on monte de niveau, notre personnage, son titre va monter. Donc un guerrier niveau 1, typiquement peut-être ce sera un troufion, et un guerrier niveau 5, ce sera un général, je dis un truc au pif. En fait, si ça n'a pas forcément d'impact directement en jeu, ça va aider le MJ à arbitrer. C'est-à-dire qu'en fonction du titre de ton personnage, certainement que les PNJ vont pas interagir avec de la même façon avec lui. Et donc je vais peut-être changer la difficulté de ton jet de charisme en fonction de ton titre. Mais il n'y a pas de règles inscrites dans le marbre. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que s'il y a bien des règles qu'il faut respecter, comme dans tous les jeux de rôle, qu'on fait pas n'importe quoi non plus, il n'y en a pas un milliard, il y a des espaces pour arbitrer, et moi c'est comme ça que j'aime faire du jeu de rôle en fait. Background, c'est pareil, c'est un truc qui n'a pas forcément d'impact directement sur le personnage, sur ses caractéristiques, c'est pas un jeu avec des compétences. Le background, ça va être le passé du personnage, et peut-être que tu vas avoir un avantage, un désavantage dans certains moments en fonction de la situation, mais c'est encore une fois, ça relève un peu de l'arbitrage. Et ça, mine de rien, c'est le fait d'avoir un titre et un background, c'est ce qui permet aussi d'insérer un petit peu plus de roleplay, j'ai envie de dire. C'est un truc qui vient s'ajouter au-dessus, et avoir des éléments comme ça de saveur, en fait, c'est ça qui va permettre aux joueurs de foutre du roleplay dans le jeu, même si c'est minimal. Ensuite, on a les points de vie, on a la classe d'armure, on a les attaques classiques, les talents, donc les talents qui dépendent des classes, qui sont tirés au hasard, on va le voir, l'équipement, et les sorts qui définissent notre personnage. Donc on peut commencer au niveau 0 pour faire une sorte de mid-grinder. C'est un truc qu'on a par exemple dans plusieurs jeux du genre. Je crois que dans Macchiato, on commence niveau 0, je suis plus sûr. Dans Dungeon Crawl classique, on peut commencer niveau 0. En gros, l'idée de commencer niveau 0, c'est de créer des personnages ultra vite, quitte à ce qu'ils meurent très très vite. On voit lesquels survivre et deviennent des héros. Et c'est ça qui va écrire le... Vous voyez, quand d'habitude, des fois sur votre feuille de personnage, vous écrivez « Ma famille, elle a été tuée par des gobelins et mes parents ont disparu ». Là, ça arrivera au premier scénario avec votre personnage niveau 0, on verra bien. Et en fait, ce côté commencer avec des personnages très faibles, ça donne ce petit côté héroïque. Au début, on n'est pas forcément hyper attaché à son personnage, mais on va s'attacher aux personnages qui survivent, en fait. C'est ça qui est assez sympa. Après, encore une fois, comme c'est des jeux avec de l'arbitrage, par exemple, je sais que dans ce jeu, il n'y a pas de sort de résurrection, par exemple. Donc c'est un jeu qui peut être assez difficile, mais en fait, comme il n'y a pas 1 milliard de règles et qu'on risque pas de déséquilibrer le jeu, en enlevant, par exemple, la capacité de ressusciter, vous voyez, si vous jouez à DD5 et que vous enlevez la capacité de ressusciter du jeu, il y a quand même une classe qui prend un peu cher, parce que à la base, ce sort, elle l'avait, ça lui donnait vraiment de l'importance, et là, vous l'avez retiré du jeu. Là, en fait, c'est pas présent dans le jeu, donc vous pouvez décider de l'ajouter au besoin. Si vos joueurs ils commencent à en avoir marre de perdre leur personnage et tout, vous pouvez commencer à réfléchir et vous dire, dans notre univers, peut-être qu'il y a un moyen de ressusciter des personnages qui sont morts au bout d'un moment, vous voyez. Mais c'est pas dans le jeu de base. Donc ça, moi, j'aime beaucoup cette philosophie-là. Donc on peut commencer avec un perso niveau 0 ou un perso niveau 1. On tire aléatoirement nos stats classiques à la donge. Alors, il n'y a pas d'autre option que le truc aléatoire, mais encore une fois, ça se bricole. Enfin, je veux dire, si vous avez déjà joué à un jeu inspiré de Donjons et Dragons, peu importe, vous allez pouvoir aller chercher d'autres méthodes de création de personnages si vous le souhaitez. Moi, je pense que le fait de faire un truc aléatoire, c'est marrant aussi. Si c'est le personnage qui était censé être nul qui survit, ça peut être drôle. Dans les Ancestries, donc les origines, on n'a pas de bonus de caractéristiques, on a juste une capacité spéciale par Ancestry, ça je trouve que c'est trop cool. En plus, toutes les capacités spéciales je trouve que les capacités spéciales font qu'elles sont utiles à toutes les classes. Le nain, il a plus de PV, les PV, c'est toujours utile. L'elfe, il va plus facilement toucher au combat, peu importe sa classe, que ce soit avec des sorts, à distance, au corps à corps et tout. Donc c'est utile, quelle que soit sa classe. Le gobelin, il peut pas être pris par surprise, toujours utile. Le demi-orc, qui fait plus de dégâts au corps à corps. Donc ça, peut-être que ça peut être un peu moins utile pour certaines classes, pour le coup. L'alflin, il peut devenir invisible, ce qui est super fort pour toutes les classes, surtout dans un jeu mortel. Et l'humain, il a un talent de plus au niveau 1. Et alors là, il y a des petits trucs. And so the primordial age ended and the gods fled. In their place rose mortals and they scattered. Il y a des petits trucs d'ambiance. Alors c'est pas un jeu qui vient avec un univers, mais il y a des petits trucs d'ambiance comme ça que je prendrais plus de plaisir à lire un peu plus tard à froid tout seul. Là, j'avais envie de partager l'excitation avec vous. Donc il y a quand même des trucs d'ambiance, notamment dans les objets magiques et tout. Il y a des inspirations pour un univers, mais c'est pas un jeu attaché à un univers. Donc voilà une classe, le guerrier. Petite description de la classe. Quelles armes il peut manier, quelles armures il peut porter, ses points de vie par niveau, ses capacités à lui. Et là, on va pas entrer dans le détail des capacités. Et là, il y a ses talents. Et ça, c'est un truc que j'adore. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça nul, mais moi, je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, quand vous montez de niveau, vous faites pas de choix, en fait. Alors, vous pourriez faire...
Encore une fois, avec de l'arbitrage, changez ça. Mais la règle de base, c'est que vous choisissez pas les trucs que vous gagnez à chaque niveau. Et je trouve qu'en fait, c'est cool parce que moi, j'adore ce petit côté gambling. En fait, ça met un petit côté aléatoire que je trouve super bien. Qui fait qu'on perd pas de temps aussi à la montée de niveau, à ressortir le livre avec les 15 000 options, alors qu'est-ce que tu choisis, et qui ajoute potentiellement 1 heure, 2 heures pour chaque joueur pour réfléchir à ce qu'il veut faire. Quand vous êtes en présentiel, que les gens n'ont pas les bouquins, ça fait perdre un temps fou. Quand vous êtes à distance, c'est un travail supplémentaire pour tout le monde qu'on peut apprécier. Mais moi, c'est pas ce que j'apprécie. Donc j'adore ce côté aléatoire, je trouve ça très cool. Donc en fait, vous tirez aléatoirement des talents à chaque niveau quand vous avancez dans votre classe. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, il n'y a pas des talents, ça va. Vraiment, le jeu est très minimal, c'est-à-dire que le fighter, il va pas avoir 15 000 capacités spéciales, coups de bouclier, je sais pas quoi et tout. Donc de ce point de vue-là, c'est un jeu plus narratif que mécanique d'une certaine manière, parce que en gros, vous allez décrire des trucs, ça va pas forcément avoir un impact mécanique. Il n'y a pas 1 milliard de dons. On part du principe que dès le niveau 1, le guerrier peut donner un coup de bouclier, quoi. Il n'a pas besoin d'avoir un don particulier. Donc ça permet d'être assez libre dans la description des combats. Après, ça peut enlever de la profondeur mécanique, enfin de la profondeur ludique, plutôt, je dirais. Et dans ce cas-là, encore une fois, je pense que ça doit pas être trop compliqué, vu que le jeu est minimal, d'ajouter des petits trucs, quoi, de dire ok, tu veux que ton personnage soit plus fort pour donner des coups de bouclier à partir de maintenant? Eh ben très bien, ton bouclier il fait tant de dégâts. Et puis voilà. En fait, le fait qu'il y ait un peu de l'aléatoire partout, finalement, ça vous décharge d'une bonne part de l'équilibrage aussi, je pense. Donc moi, je kiffe les parties pris. Donc on a vraiment que les 4 classes classiques. On a le guerrier, le prêtre, le voleur et le mage, le magicien. Et donc, comme on disait, lancer des sorts, ça se fait avec des jets de dés. On va voir ça après. Donc ensuite, on tire un background aléatoirement, où on peut le choisir, encore une fois. On a l'alignement, on a 3 alignements. On a des dieux, donc vous voyez, il y a quand même une sorte de forme d'univers, mais vous allez pouvoir inventer les dieux que vous voulez finalement. Hein. Ça tient sur 2 pages à chaque fois. Ça, c'est la promesse est respectée. Effectivement, vous ouvrez votre livre et c'est comme un tableau de bord, quoi. Il n'y a pas de texte qui va être sur 3 pages. Vous n'allez pas devoir passer d'une page à l'autre comme ça, revenir en arrière et tout. Donc ça, je trouve que c'est très cool. En fait, le livre est comme une sorte d'écran du maître du jeu, quoi. Vous le mettez bien à plat. J'espère, j'ai pas encore la version physique entre les mains, qui tiendra bien à plat. Ensuite, on a les titres, comme je vous disais. Donc, par exemple, si je suis un guerrier neutre de niveau 3, donc Neutral Warrior niveau 3, mon titre, ce sera Barbare. Et donc, les gens me considéreront comme tel. En tout cas, j'aurai sûrement la réputation d'en être un. Si, par contre, j'avais été loyal, j'aurais été cavalier. Si j'avais été chaotique, j'aurais été considéré comme un bandit. Et en montant, à la fin, si je suis niveau 10, donc là je suis Lord Lady, donc un seigneur si je suis fighter loyal, Warlord, seigneur de guerre si je suis chaotique, et Chieftain, donc chef peut-être de tribu guerrière, je sais pas quoi, si je suis neutre. Donc encore une fois, ça, c'est pas des règles qui ont une importance énorme mécaniquement, donc vous pouvez inventer d'autres titres. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, on n'a pas 50 000 langages, mais on a des langages, ce qui va être important tout de même dans un dungeon crawler, où on va faire des donjons avec peut-être plusieurs factions, il va falloir négocier avec les gens qui sont dans le machin. Ensuite, on peut tirer aléatoirement notre équipement, donc ça c'est cool. Là, on a la description de l'équipement. Alors l'équipement, comment ça marche? Grosso modo, vous pouvez porter un nombre d'objets équivalent à votre stat de force ou 10. Ça veut dire que si vous avez moins de 10 en force, vous pourrez toujours porter minimum 10 objets dans votre sac. Donc on a un espace d'équipement qui est assez limité, c'est assez important dans ce genre de jeu parce qu'on essaie de ramener des trésors, c'est ça qui va nous... En l'occurrence, c'est la découverte du trésor ou de mystères ou de quêtes, etc. qui rapportent de l'XP, c'est ça le parti pris, vous n'êtes pas obligé de ramener l'or pour gagner l'XP, mais on va voir qu'il y a un moyen de dépenser de l'or pour gagner de l'XP après. Donc ramener les trésors, etc. Donc prendre de la place dans votre sac, gérer un petit peu le sac, ça va être important. Et ce qui est cool, c'est que c'est des slots un peu comme dans Nave et tout, donc on va pas gérer le poids au kilo, etc., même s'il peut y avoir des trucs un peu plus détaillés, genre les flèches, c'est de 1 à 20 dans un slot et tout. Enfin bref, vous gérez comme vous voulez, mais il y a une limitation de l'équipement qu'on peut porter. Ça va aussi être important pour tout ce qui est torche, vu qu'on a dit que chaque heure en temps réel voit l'extinction de la torche de votre personnage. Et une fois que vous n'avez plus de torche, vous êtes quand même bien dans la merde. Donc garder de la place pour avoir 2-3 torches de secours, ça peut être intéressant. Ensuite, on a un crawling kit qui permet d'acheter de l'équipement utile assez vite sans se poser trop de questions. Il coûte 7 pièces d'or, boum, vous mettez ça dans votre sac. Là, on a les équipements, donc il n'y a pas 50 000 caractéristiques d'équipement. Il y a versatile, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à 1 ou 2 mains, finesse, on peut attaquer avec la dextérité ou la force, etc., etc. Ensuite, on a une table aléatoire de noms pour créer des personnages toujours très très vite. Et on a... comment monter de niveau? Donc c'est pas compliqué, c'est votre niveau, c'est le niveau que vous essayez d'atteindre x 10.
tout simplement. Tous les niveaux impairs, vous jetez un dé dans les talents là on a vu tout à l'heure. Et à chaque niveau aussi, vous allez gagner plus de points de vie. Et donc l'expérience, on la gagne, on a dit, en découvrant des trucs, notamment des trésors. Là, on a un truc pour créer des personnages aléatoires rapidement sur une double page. Ensuite, la magie, donc on lance des sorts. Pour réussir un sort, la difficulté est de 10 plus le niveau du sort, tout simplement. Et donc soit je suis magicien et j'ai des sorts d'intelligence, donc je jette un D20 plus mon bonus d'intelligence et j'essaye de faire plus que la difficulté, soit je suis prêtre et c'est la même chose avec la sagesse. Et donc on peut rater nos sorts du coup. Quand on rate notre sort, on en perd l'usage pour le reste de la journée. Donc chaque lancer de sort, c'est un enjeu important quand même. Donc ça, moi j'aime bien. Alors ça prend à contre-pied le côté un petit peu asymétrique qu'on pouvait avoir dans d'autres jeux Donjons & Dragons avec la magie ancienne, où vraiment le gameplay il change quand même pas mal, parce que si vous êtes un guerrier, vous comptez beaucoup sur vos jets de dés en fait dans un Donjons & Dragons plus classique, alors que quand vous êtes un mage ou un prêtre, vous comptez plus sur la gestion de vos ressources, parce que vous pouvez lancer un nombre limité de sorts. Donc ça crée une asymétrie qui peut être intéressante. Moi j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse énormément, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Donc j'aime bien ce côté on jette les dés. Ce qui fait que si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez être très très fort. Genre le prêtre, il réussit tout le temps son sort de soin, c'est super fort. Mais il le rate une fois, c'est la merde. Il a plus son sort de soin. Quand on fait une réussite critique, on double l'effet du sort. Et quand on fait un échec critique, si on est un magicien, on va avoir un problème, une mishaps, une catastrophe magique. Et si on est un prêtre, on va devoir faire pénitence et on ne pourra pas relancer les sorts tout de suite, à moins de faire un sacrifice ou un truc en rapport avec notre dieu. Donc là, on a 3 tables de catastrophes magiques. Donc c'est assez classique dans les jeux old school, dans Low Fantasy Gaming, dans DCC, dans Warhammer, enfin dans plein de jeux du genre, il y avait cette sorte de danger, même dans Forbidden Lands d'ailleurs. Je trouve ça cool. Voilou. Ensuite, on explique parchemin et baguette. Et ensuite, on a les sorts. Donc, on voit que le prêtre, il y a 5 rangs de sorts. Donc la difficulté max d'un sort, a priori, ce sera 15. Le prêtre, il a 6 fois 5 sorts, donc il a 35 sorts. Il a 30 sorts. Oula, je sais plus compter, moi. Et le magicien, il en a pas mal de plus. Et ensuite, vous voyez, la mise en page, elle est vraiment cool. Les sorts, ils tiennent en un tout petit truc. Donc, ils sont déjà bien compressés. Et donc, ça veut dire aussi que sur votre feuille de personnage, ils vont être encore plus simples à compresser. Et ça veut dire aussi que quand vous jouerez des monstres ou des PNJ, magiciens, etc., ça va aller très très vite de savoir comment fonctionne leur sort. En fait, vous allez moins vous poser de questions. Pour écrire des profils de monstres, etc., ça va être un gros gain de temps, je pense. Alors du coup, on n'a pas une magie freeform, par exemple, par rapport à un Macchiato Monster. Moi, je vous avoue que c'était un des trucs que j'aimais moins dans Macchiato Monster, c'était justement ce côté un petit peu plus freeform. Ça, c'est au choix. En fait, moi, j'aime bien le côté freeform pour mon 2d6 plus bullshit, qui est mon autre go-to pour des trucs un peu plus axés intrigue. Mais là, sur ce que j'ai envie de faire, des trucs un peu plus table ouverte, exploration, je suis assez content que ce soit un petit peu plus cadré pour avoir quand même ça en moins à arbitrer, en fait. Je préfère avoir à arbitrer l'univers, les situations, pas tellement les capacités des personnages, vous voyez. D'ailleurs, le fait que les talents soient aléatoires aussi, ça fait qu'il ne devrait pas y avoir de questions d'optimisation et finalement, ça devrait poser moins de réflexion à ce niveau-là. Et en fait, comme le personnage est très simple en termes de capacité, on va voir que c'est finalement les objets magiques qu'il va trouver qui vont quand même pas mal l'aider qui vont pas mal faire partie de sa progression. Donc il y a les talents aléatoires, il y a l'augmentation de points de vie, mais il y a aussi les objets magiques. Et ça rappelle encore une fois un autre jeu que j'aime bien qui est Index Card RPG. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment en découvrant des choses dans l'univers que vos personnages ils se renforcent, en trouvant des parchemins, en apprenant des nouveaux sorts, en trouvant des objets à utiliser et tout. Quitte à ce que après, sur de la campagne plus longue, ou quand on commence à avoir fait le tour de nos capacités, je sais pas, tout dépend. La situation, on se dise, vas-y, on va inventer un peu des petites règles à ajouter. Comme ça, par contre, la liste de sorts, elle est pas si impressionnante que ça. Bon, en soi, c'est largement suffisant de jouer avec tous ces sorts-là sur une campagne, mais je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Après, je vous dis ça, c'est vraiment au pifomètre. En vrai, c'est déjà. En fait, la quantité ne fait pas le plaisir de jeu. Des fois, ça ralentit juste la création de personnages.
Et en l'occurrence, vu qu'on va avoir des sorts, je sais pas si par défaut les classes de lanceurs de sorts attirent leurs sorts aléatoirement d'ailleurs. Enfin, je dis ça, mais il doit y avoir peut-être 120 sorts au pifomètre vu la liste de tout à l'heure, donc c'est quand même déjà une centaine de sorts minimum, donc c'est quand même largement suffisant. Gameplay. Donc là, il y a c'est un exemple de jeu, ça? Je sais pas trop, je lirai plus tard. Donc là, on a l'idée, on nous explique un peu la procédure de jeu. Donc on va explorer des cavernes, c'est surtout ça ce sur quoi se concentre le jeu. Ne regardez pas juste votre fiche de personnage pour trouver des idées. Donc ça, c'est l'idée d'avoir une feuille de personnage moins fournie et du coup de se concentrer plus sur la fiction et d'essayer de s'imaginer à la place de son personnage qu'est-ce que je ferais plutôt que de regarder la fiche de personnage et de voir qu'est-ce que m'autorise à faire ma feuille de personnage. Donc c'est assez courant dans ce genre de jeu. Donc là, on a les règles de base. Avantages, désavantages, coup critique. Le D6 qui permet de trancher dans des situations où le MJ il est pas trop sûr pour faire un call un peu moins arbitraire justement. Pour trancher, pour dire oui-non à certaines situations. On a un luck token qui est comme un point d'inspiration dans D&D grosso modo, qu'on peut aussi filer à un pote et tout, pour pouvoir relancer un jet de dés. Using stats. Là on nous explique un peu à quoi correspondent les stats. Ok. Donc là, c'est le passage du temps en temps réel, comme on en parlait. Je ne vais pas aller dans les détails. L'initiative. Donc l'initiative, c'est une initiative. Tout le monde fait un jet d'initiative. Et en fait, c'est celui qui a la meilleure initiative qui commence. Et ensuite, on fait le tour de table dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Les rencontres aléatoires. La lumière. Le repos. Alors le repos, je ne sais plus comment ça marche. Les personnages blessés peuvent se reposer. Blablabla. Ça dure 8 heures. Ils consomment chacun une ration. On peut faire des tours de garde. Le sommeil peut être interrompu, et pour pas perdre tous les bénéfices du sommeil qu'on a eu avant, il faut faire un jet de constitution. Pour se reposer, il faut utiliser des torches pour allumer un feu. Ça consomme 3 torches, donc c'est assez arbitraire, c'est pas forcément réaliste, mais c'est pas mal parce que ça fait une petite gestion de ressources, donc c'est cool. Là, il y a des niveaux de danger. Donc c'est l'idée que dans un endroit pas sûr, on va jeter toutes les 3 heures s'il n'y a pas une rencontre aléatoire qui vient nous faire chier. Donc ouais, même se reposer, ça va être un peu compliqué, à moins qu'on soit dans un endroit safe. La surprise. Bon, je relirai ça plus en profondeur, mais c'est vraiment très très léger. Donc on fait une action et un déplacement, il n'y a pas la gestion des actions bonus, actions complexes, actions machin. Donc moi ça m'arrange bien, je préfère ça comme rythme de tour autour de la table, genre qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces, tu fais un truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces, tu fais un truc. Ça tourne vite. Donc ça c'est tout ce qu'on a vu avant avec le moral et tout. Le voyage Overland, donc pas dans les donjons. Ça, je connais pas trop. Je regarde vite fait. Pareil, on va checker pour une rencontre aléatoire. Toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc ça part du principe qu'on va jouer en X-Crawl, a priori. Il y a un jet d'orientation. Quand on sort d'un X, on fait un jet d'intelligence. S'il est raté, on retombe sur une case adjacente. En fait, on va diviser la map en cases de forme hexagonale. Si on sort d'une, on fait un jet pour s'orienter. Si on le rate, on n'arrive pas dans la case qu'on avait prévue. Ça, c'est rigolo. Je pense qu'il va y avoir un peu de bon sens quand même nécessaire à ce moment-là, parce que si vous êtes genre, vous longez une chaîne de montagne, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas vous tromper, mais encore une fois, ça va relever de l'arbitrage. Après, si vous êtes dans une forêt et que vous voyez rien au-dessus de vous, parce qu'il y a la cime des arbres qui est épaisse, enfin la canopée qui est épaisse, peut-être que là, vous pouvez vous perdre. On gère la nourriture, etc. Là, c'est le moment, c'est un des trucs que je kiffe. Quand vous êtes en downtime, donc c'est-à-dire entre les parties, quand il n'y a rien à faire, vous pouvez décider de dépenser votre or pour faire du carousing. Donc je ne sais pas comment le traduire, je ne suis pas allé chercher, j'ai la flemme. Mais l'idée, c'est que vous allez dépenser votre or pour organiser des fêtes, des trucs et tout. Ça peut vous permettre de gagner de l'XP, mais ça vous va prendre un risque. Donc plutôt que d'acheter de l'équipement et tout, vous dépensez votre or. Il y a un événement aléatoire qui est déclenché en fonction de l'argent que vous avez investi dans l'événement. Et il peut vous arriver des trucs rigolos du genre, vous avez conduit toute une taverne à chanter une chanson très insultante à l'égard d'un noble qui n'est pas trop apprécié suite à la fête. Vous gagnez 4 points d'expérience, là c'est un bénéfice. Un fameux barde décide de se joindre à vous. En fait, la conséquence négative, ça va plus ou moins être le MJ qui va déterminer ce que ça fait. Genre, si vous avez insulté un noble et tout, il y a moyen que ça ait des conséquences. D'ailleurs, un des pires outcomes, c'est vous réveiller à l'intérieur de la forteresse du gouverneur local, avec dans vos mains un héritage familial du dit gouverneur d'une valeur inestimable, et vous entendez des pas qui approchent.
Donc vous gagnez 6 XP et un item, mais il va falloir vous échapper, quoi. Donc c'est assez rigolo. Un autre truc qu'on peut faire pendant les downtime, c'est le learning. Donc vous pouvez apprendre des nouveaux skills un petit peu, genre d'autres langues ou peut-être une compétence où à partir de ce moment-là, vous aurez un avantage à vos jets de dés. Là, il y a un jeu de hasard, alors faudrait que je le lise à tête reposée, mais il y a un autre truc pour dépenser de l'argent, en gros, pour faire dans les tavernes et tout. Les gens, ils jouent à magicien et voleur. Et donc là, c'est les règles pour jouer à magicien et voleur et faire des mises d'argent et gagner d'autres trésors et tout. Là, on a un exemple de jeu. Je trouve ça assez intelligent que l'exemple de jeu, il arrive après les règles. Parce que des fois, on a un exemple de jeu au tout début du bouquin. Et hors de circonstances, ça peut être un peu déroutant. Après, je sais pas, d'un autre côté, ça fait que les premières pages que vous lisez, c'est tout de suite un exemple de jeu, mais voilà. Donc là, on en a fini avec les règles. Hein. Grosso modo, ça s'arrête ici. Donc, vous voyez, c'est assez minimaliste. Ensuite, on arrive dans la partie maître du jeu. Donc là, il va y avoir des conseils variés. Là, c'est marrant, il y a un truc des accidents liés à la lumière. Vu qu'on sait que la lumière, c'est une ressource importante, le fait d'avoir des torches et tout. Il y a des moyens d'attaquer la lumière, donc d'attaquer les torches des PJ pour les foutre dans la merde, avec plusieurs idées. On nous parle de session 0, du monde et tout. Là, on a des modes de jeu, donc c'est des petits changements de règles qui peuvent le rendre plus difficile, plus héroïque, plus chaotique, plus rapide. Je trouve que c'est assez rigolo pour customiser un petit peu. Là, on a comment faire des rencontres aléatoires. Ici, on a un truc pour créer... Enfin, bon, il y a trop de trucs, en fait, je vais avancer. Là, il y a de quoi faire des pièges, des environnements dangereux. Le gauntlet. Donc, le gauntlet, c'est l'idée... Ouais, c'est ça, c'est le truc niveau 0 dont on parlait tout à l'heure. Chaque joueur va créer plusieurs personnages niveau 0 et essayer d'en faire survivre un qui passera niveau 1 et qui sera le prochain héros. Comment répartir l'XP. Et là, c'est de la table aléatoire à balles. Donc ça, c'est cool. Parce qu'en fait, le jeu, il regroupe beaucoup de choses. Hein. Il regroupe toute la liste de sorts, toutes les règles, des tables aléatoires. Donc je ne connais pas encore la qualité des tables aléatoires. Est-ce que c'est des situations vraiment intéressantes qui sont proposées? Par exemple, là, c'est Something Happens. Un homme vous frappe au visage avec un gant et le jette à vos pieds. C'est pas mal. Il vous défie, quoi. Une vieille femme vous pointe du doigt et dit « Ce sont eux, ils sont là !» C'est pas mal aussi. Un objet tombe et vous rate la tête de très peu. C'est cool aussi. Donc déjà, cette première table, je la trouve très très sympa. Bon, pour le coup, ça c'est vraiment les tables si vous jouez vraiment en émergence. Un Something Happens, c'est pas très contextualisé, mais en tout cas, j'aime bien ce qui est mis. Ensuite, on a des rumeurs. Une tour d'un magicien abandonné est remplie de créatures mécaniques. Ok. Un magicien a accidentellement laissé un trio de cocatrices s'échapper. Voilà, on va pas lire toutes les tables aléatoires, mais ça m'a l'air sympa. Là, on a un générateur d'aventure, donc le nom de l'aventure, corrompre le tueur des égouts, enfin des égouts de la cité, par exemple. Ça peut être des sources d'inspiration, des noms de lieux d'aventure, un générateur de PNJ, donc on a sa race, son alignement, sa richesse, ses qualités, son occupation, son petit trait qui va faire qu'on le reconnaisse, il crache, il jure, il est tout le temps en train de faire des promesses, il fume une pipe. Donc c'est des petits détails qui peuvent lui donner un peu de caractère. Et un secret, ça c'est pas mal. Une occupation, ouais c'est ça. Là c'est l'occupation, donc c'est son métier, ok. Là c'est le groupe de héros rivaux. Là c'est des noms de NPC. Là c'est créer une map. Alors on a quoi? Le niveau de danger, donc c'est la fréquence à laquelle on va faire des jets de rencontres aléatoires. La taille du lieu, le type, le genre de monstre qu'on va trouver. Donc ça c'était plutôt, ouais ça c'est Shadow Dark, donc c'est les donjons. Et là c'est plutôt Overland, donc c'est la map en surface pour le X-Crawl et les voyages. Là, c'est pour les villes, du coup. Ok, générateur de taverne, de magasin. Il y a pas mal de trucs. Ah, il y a une illustration en double page. C'est des illustrations qui font un peu amusantes. Il y a une sorte de second degré, mais on voit quand même que c'est assez dark. Je pense que le jeu ne pousse pas vers une certaine ambiance, si ce n'est celle d'avoir des personnages qui sont quand même en danger et qui peuvent mourir assez facilement. Encore une fois, ça vient pas avec un univers et des conseils particuliers sur le ton, j'ai l'impression. Si ce n'est qu'il faut faire une session 0 pour le fixer. Table de rencontres aléatoires pour un milieu arctique, pour le quartier des artisans, pour le quartier du château, cave, deep tunnels, desert, grassland. Ouais, il y en a. What? Ok, bon, il y a beaucoup de tables de rencontres aléatoires. Ça, c'est cool. Est-ce que c'est que des mobs ou est-ce qu'il y a des trucs marrants? Un éléphant qui traîne ses chaînes sort du Colisée. Ce qui est marrant, c'est que ça met du contexte aussi. Parce que là, on est dans le Castle District, donc ça dit qu'il y a un Colisée, ce qui n'était pas forcément prévu à l'avance. Donc ça, pour l'improvisation, ça peut être pas mal. Je vais en prendre un truc au pif. Désert. Un dragon de feu passe
au-dessus de votre tête, ils vous repèrent alors que vous êtes complètement à découvert. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs avec juste des monstres, mais ils sont contextualisés, donc c'est déjà pas mal. Parce que à la place d'avoir genre, je sais pas, là on avait 2d6 hommes lézards, juste. Là c'est 2d6 hommes lézards camouflés se cachent en dessous d'une fine couche de sable. Donc ça met un peu de contexte, ça peut être sympa. Bon, il y en a vraiment... J'hallucine. Il y en a vraiment pléthore, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment cool. Même si vous voulez utiliser vos propres tables aléatoires pour qu'elles soient un peu plus cohérentes, parce qu'on sait que des tables aléatoires, des fois, ça colle pas vraiment à la situation. Si vous voulez faire un truc un peu plus préparé, vous avez de quoi aller piocher pour concevoir vos propres tables aléatoires un peu plus limitées à un biome spécifique que vous voulez créer sur votre map. Donc ça, c'est cool. Là, on arrive à la partie qui m'intéresse, les monstres. J'avais envie de voir si on avait beaucoup et si on avait des plus intéressants que dans le kit de base qui est relativement limité, quoi. Donc on a un générateur de monstres, un truc pour rendre le monstre un peu plus bizarre, lui donner des mutations. Comment designer des monstres, je regarderai ça plus en détail. Et voilà, et là après c'est parti pour les monstres. On va scroller juste comme ça pour voir un peu. Ok, il y a l'air d'en avoir une tétrachier. Hein. Ça c'est quand même cool aussi par rapport à d'autres jeux qui vous forcent à acheter un bestiaire, un livre du maître, plus le livre de base, plus machin truc. Là, vous avez vraiment une tétrachier de monstres. Et donc c'est les monstres qu'on va retrouver dans les tables aléatoires, donc c'est vachement cool. Et est-ce qu'ils ont un peu des détails un peu sympas? Parce que vous voyez que comme les sorts, ils sont assez compacts, donc ça c'est cool. Vous n'allez pas mettre 15 000 ans à comprendre le monstre, surtout si vous utilisez des tables aléatoires. Vous n'allez pas être là et découvrir le monstre et faire « Oh, alors je sais pas trop comment en servir parce qu'il a 15 000 attaques ». Enfin, je veux dire, dans certains jeux, quand vous arrivez sur la page d'un monstre, enfin, je veux dire, le profil du monstre, il pend 2 pages en police minuscule, il a 15 000 capacités avec plein de codes couleurs, de machins et tout, et vous êtes là, moi je trouve ça très compliqué. Peut-être que je suis un peu con. Là, j'aime bien. Par exemple, on va prendre un géant. Un géant, est-ce que c'est fun? Un géant de feu, ça n'a pas l'air ultra original. Il a des points de vie, il tape, il est immunisé au feu. Ouais, les géants, par exemple, c'est pas hyper original. Vous voyez, ils ont juste une immunité. Après, vous pouvez tenter des règles spéciales plus facilement et les ajouter sans avoir peur de tout casser, je pense. Et puis, vous allez pouvoir décrire ce que fait votre géant, pareil, arbitré. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé une petite originalité de plus pour les géants. On va essayer de trouver un autre truc un peu plus fun. Un sorcier kobold, par exemple. Il a quoi? Il a dodge, une fois par jour. Il peut esquiver une attaque, peu importe normalement elle aurait touché. Donc ça c'est très très fort. Ça lui permet d'être quand même beaucoup plus résistant quand on voit qu'il a 13 points de vie. Donc c'est pas mal parce qu'on sait que sûrement une première attaque qui aurait pu le toucher pour être dodge, il pourra pas être one shot. Et il a 2 sorts. Et je trouve que c'est largement suffisant pour lui donner un côté caractéristique. Il a la nuée d'araignée et l'aiguille du scorpion. Le kraken, qu'est-ce qu'il a par exemple? Immunisé à l'électricité. Les attaques contre des objets ont des dégâts doublés, donc il peut vraiment détruire les bateaux, machin, truc. Lightning bolt. Sur une ligne droite de 5 feet de large, jusqu'à une distance longue, il peut envoyer un éclair où il faut faire un jet de dextérité DC 15 ou 6d6 damage. Donc il a une attaque de zone, donc ça c'est cool, parce que ça force. Il peut avoir un peu un pattern comme ça, genre il faut l'éviter et tout. On peut pas se positionner n'importe comment pour l'affronter, donc ça j'aime bien. Et la mer devient violente dès qu'il arrive. Ça dure 2d4 rounds. Et il y a une chance sur 6 que des vaisseaux, dans Seaborne Vessels, en anglais est pas forcément insane. Mais bon, il a l'air d'avoir une capacité spéciale. Je vais arrêter de m'humilier. Là, on a des big trucs, genre Mordandicus the Flayed. Donc là, lui, il a plus de capacité, ça a l'air d'être vraiment un boss. Encore une fois, même s'il a plein de capacités, c'est vraiment ultra concis, ça tient sur une ligne. On a bien compris qu'on n'avait pas besoin de nous écrire ce sortilège lorsqu'il est lancé coûte une action simple. Je sais pas quoi. Genre c'est bind, donc tu te dis bon bah ça va paralyser, effectivement c'est écrit paralyse 1 des 4 rounds, difficulté 12 pour esquiver, jet d'intelligence pour être lancé. C'est cash. Bon tout ça je vais découvrir plus avant en jouant, mais pour l'instant ça répond à toutes les attentes que j'avais. La Tarrasque. Il a une carapace qui réfléchit, il se régénère, il peut avaler les gens, il peut pas être tué définitivement, sauf si on utilise un wish spell, donc un sort de souhait pour l'éliminer. Ah, j'ai hâte de jouer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les trésors. Donc là, on va voir s'il y a beaucoup de trésors. Moi, j'espère qu'il y a beaucoup de trésors justement pour amener ce côté, les personnages en avançant dans l'histoire. Ils ont de plus en plus de trucs rigolos à faire, de capacités spéciales, mais parce qu'ils trouvent des objets magiques, je trouve que c'est cool. Donc on a un truc pour tirer aléatoirement les trésors, donc ça c'est cool, pour pas se casser la tête
à devoir préparer tous les sorts à l'avance et mettre un peu plus de hasard. Donc là, on a des mundane items. Donc là, c'est pour faire des trésors, on va dire, classiques, un peu, pour donner de la saveur à des trésors, mais qui vont pas forcément avoir des capacités spéciales, genre donner du style à des objets précieux, quoi. Boons. Donc là, on a des serments. Ah non, d'accord. Donc, oath, a favor owed by a unicorn. Ok, donc ça, a title granted by a baron or the promise of safe harbor. Ah ok, donc on a des... Ça, c'est plus des récompenses, on pourrait dire, qui pourraient être données par des PNJ, quoi, qui sont pas forcément matériels. Des secrets à découvrir, des blessings, des bénédictions. Donc ça c'est cool. The next time, par exemple, le 9 lives, la bénédiction des 9 vies. Les 9 premières fois où vous arrivez à 0 point de vie, vous regagnez un point de vie. Donc ça c'est cool. Magic item, attributes. Ok, donc on a quand même déjà pas mal de trucs pour créer des trucs. Moi j'ai envie de voir la réserve qu'on a. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Là. Ah non, là on est encore dans les scrolls et les baguettes, utility, ok. Moi je veux la personnalité des objets, donc on a beaucoup de trucs pour créer des objets magiques, ça c'est cool. Moi je veux voir s'il y a beaucoup d'objets magiques tout simplement. Ok. Il y en a pas mal. J'en aurais voulu encore plus. Je dois vous avouer. Les sorts, ça me dérange un petit peu moins. Après, on va voir, ensuite on va sur d'autres contenus. Hein. Parce que là, on est que sur le livre de base. C'est ça qui est ouf. Les sorts, ça me dérange pas, en fait, qu'il n'y en ait pas 15 000. J'ai parlé un peu vite, parce qu'au final, ça permet avoir moins de sorts, mais pas de doublons dans les sorts. Moi, je trouve que c'est cool. Des fois, vous avez des sorts, vous avez juste l'impression que c'est le même sort, mais un petit peu plus fort, ou le même sort, mais il change un. Enfin bref. Il y a des sorts qui font un peu doublon, je trouve, des fois. Au final, si chaque sort il a son identité propre, ça je peux pas vraiment vous le dire, des utilisations créatives qu'on va pouvoir en faire et tout, je trouve ça cool. Il vaut mieux qu'il y en ait moins, mais qu'il soit quali. Pour les objets magiques, bah c'est pareil, hein, il vaut mieux qu'il soit quali qu'il y en ait plein, mais que ça serve à rien. Mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Enfin, je dis ça, mais en fait, il y en a quand même la blinde, parce que je prends pas en compte tous les trucs pour en créer, là. Donc en fait, il y a possibilité d'avoir vraiment énormément d'objets magiques, mais là, en survolant, je saurais pas dire si les capacités pour créer les objets magiques, elles sont... Ouais, si elles ont quand même des capacités vraiment spécifiques. C'est pas juste des bonus de plus 1 de dégâts ou de plus 1 de trucs. Donc je pense qu'il y a vraiment pléthore d'objets magiques et ça me plaît bien. Et puis encore une fois, ça va me servir de base, mais que je vais pouvoir nourrir avec tous les autres jeux un peu old school que j'ai, et même les jeux Donjons et Dragons 5e édition, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que c'est un jeu qui a été pensé plus comme un retour en arrière de la 5e édition, enfin il est plus pensé comme ça, enfin il ressemble plus trop à la 5e édition, parce qu'on a viré les jets de sauvegarde, on a viré plein de trucs, c'est très épuré, c'est quand même une philosophie qui est quand même très différente. On n'est pas retourné dans les règles des tout premiers D&D comme pourrait le faire un Old School Essential ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que je vais pouvoir aller chercher dans mon DD5, dans les livres. Je sais pas s'il me reste encore des livres Pathfinder. Je m'en étais séparé. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont un peu basés là-dessus. Et j'ai 1 milliard d'autres PDF sur DriveThruRPG de plein de jeux OSR où je vais pouvoir aller chercher des trucs. Donc on parlera de tout ça plus tard. Et puis mon Forbidden Lands. Moi, mon Forbidden Lands, je pense que je vais... Si ce n'est refaire les campagnes de Forbidden Lands, ce que je trouve sympa, parce qu'en plus il y a du matos, il y a des cartes, il y a des belles illustrations. Je sais pas si je ferais jouer les campagnes telles quelles, mais il y a plein de bonnes idées de rencontres aléatoires et de lieux explorés, donc je les convertirais bien un peu en Shadow Dark, vous voyez. Cette idée m'excite un petit peu. Et on termine, avant d'aller sur les autres contenus qu'il y avait dans le Kickstarter, par la dernière double page, avec des résumés de règles, donc ça c'est très très cool. Hein. Un résumé pour les rencontres aléatoires, les distances. Ah oui, c'est la starting distance. Ok, d'accord. J'allais dire un rappel des distances. Il y a 3 distances. Non, c'est pour voir dans la rencontre aléatoire la starting distance. L'activité qui est en train de faire la chose de la rencontre aléatoire. Par exemple, vous tirez des loups, vous pouvez tirer activité. Et comme ça, vous savez qu'ils sont en train de chasser, ou de manger, ou de construire, ou de faire un nid, ou de socialiser, ou de jouer. Ça contextualise encore plus. Donc imaginez le nombre de combinaisons que vous auriez pu trouver tout seul, hein. On est bien d'accord là-dessus, mais qui peuvent être générés aléatoirement pour justement vous retirer une partie de votre arbitrage aussi en tant que MJ et créer des situations auxquelles vous n'auriez pas pensé automatiquement en fait. Et ce qui va aussi donner un peu plus d'impression que l'univers est consistant, sauf quand justement l'aléatoire va vous faire un truc un peu inconsistant, c'est difficile de dire à la lecture ce que ça va donner. Et voilà, ça permet de créer plein de situations différentes et on a un jet de réaction. Parce que, en gros, pour le charisme, c'est quand même un jeu qui est bien basé sur le roleplay. Je disais, y a pas, c'est pas un jeu. J'ai du mal à définir ces trucs-là à chaque fois.
Surtout que chacun a un peu sa définition, mais pour moi, c'est pas un jeu purement narratif, c'est un jeu quand même d'aventure, je sais pas comment dire. Mais il n'y a pas de compétences, genre de compétences de marchandage, de machin de truc, donc on va pas forcément gérer avec des jets de dés la partie sociale. Par contre, on va avoir le jet de réaction qui est vachement important et qui rend la capacité charisme très très importante, parce que vous allez faire un jet de réaction lorsqu'il y a des rencontres aléatoires pour savoir dans quelle disposition sont les trucs que vous rencontrez aléatoirement. Est-ce qu'ils se montrent amicaux quand vous arrivez, ou directement hostiles, ou plutôt neutres, ou suspicieux, ou curieux. Et ça va changer la manière dont le MJ va interpréter les PNJ pour l'approche de la situation, et la manière dont vous allez un peu négocier. Donc après, vous pouvez, encore une fois, rien ne vous interdit dans le jeu de faire un jet de charisme si vous voulez gérer les moments sociaux comme ça, ou pour trancher à la fin d'une négociation, en fonction des arguments que vous avez avancés, le MJ, et par rapport au jet de réaction que vous avez fait au départ, et l'attitude de départ des PNJ va peut-être faire varier un petit peu la difficulté du jet de charisme qui va trancher la situation finale, enfin bref. Bref, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Alors... Je suis un petit peu excité. Donc on va regarder un des mini-donjons. Il y a 5 mini-donjons. On va regarder qu'un. Hop. Ah, il faut que je fasse ça. Ok, ça c'est un mini-donjon. Donc là c'est vraiment des one-page dungeons. Donc il y en a 5 qui viennent avec. Donc ça c'est assez cool. Parce que je vais pouvoir les lâcher dans un univers bac à sable sans trop préparer à l'avance. Les foutre comme ça. Ça me demandera peut-être un peu moins de préparation ou une fois où j'ai la flemme de préparer, quoi. Et puis ça permet aussi de s'inspirer un peu de comment d'avoir plusieurs exemples, vu qu'il y en a 5, de comment l'auteur pense les donjons par rapport au jeu qu'il a créé, et donc d'avoir une sorte de template pour essayer de rédiger un peu les siens aussi. On va pas s'étendre sur le mini-donjon. Moi en fait, ce que j'ai envie de regarder, moi, je vous avoue que ce qui m'intéresse le plus, ce qui me faisait languir, c'était les Cursed Scrolls. Donc c'est quoi les Cursed Scrolls? C'est toujours... donc ça fait partie de la préco. Donc celui-là, je crois, il existait déjà avant le Kickstarter, mais on a des nouveaux avec le Kickstarter. En gros, c'est comme ça que Shadow Dark va avoir des sortes de zines qui vont venir étendre le jeu. Donc on peut espérer qu'après la sortie du jeu, etc., parce qu'il y a encore l'impression, enfin il y a encore un peu de route, même si la sortie est très rapide et que les livres arrivent en juillet normalement. On peut espérer que ce sera comme ça que on aura une suite un peu dans la gamme, entre guillemets. Et donc là, par exemple, vous voyez, ça rajoute des sorts, des monstres, une aventure et 3 classes. Donc en fait, ma crainte un petit peu d'enfant gâté, d'avoir peur de ne pas avoir assez de sorts et tout, elle va peut-être être compensée. Alors attendez, là je me tords le cou par contre avec mon affichage PDF. Donc il y a un X-Scroll apparemment. Ça j'ai jamais vu, j'ai jamais posé les yeux dessus, donc je vais passer vite parce que sinon je vais me péter le cou. On va essayer de survoler quand même. Donc là on a des rumeurs, des rencontres aléatoires, ok. Donc on a l'air d'avoir une petite campagne X-Scroll. Introduction, ok. Le thème c'est donc la diablerie, donc on va affronter des démons, des cultes, etc., de la sorcellerie. Ok. Donc on est plutôt dans un premier zine qui est dark. Première nouvelle classe, le chevalier de Saint-Idriss, qui peut se faire posséder par un démon, peut lancer des sorts de la table des witch, donc des sorts de sorciers apparemment. Ça, sa capacité spéciale, c'est la possession. En fait, ce qui est cool, c'est que chaque classe, elle est très caractérisée. Elle n'a pas 50 000 capacités, elle a vraiment des trucs qui la différencient bien. Par exemple, là, il a une capacité, c'est la possession. Et donc, il gagne des bonus de dégâts pendant un certain temps. C'est une sorte de rage, un peu, j'ai l'impression. Et il peut lancer des sorts. Warlock, qu'il a un patron, etc. Ok. Et la sorcière, elle a un familier et elle lance des sorts. On a leur titre. On a le truc pour les patrons. Ok, donc ça, c'est la bénédiction du patron. Il y a pas mal de bénédictions, ça, c'est cool. Des backgrounds diaboliques, donc pour se mettre dans l'ambiance, pour créer vraiment que des personnages dans cette ambiance-là. Peut-être une ambiance un petit peu berserk, j'ai envie de dire. Ça me plaît bien. Amnésique, né dans les bois, un sacrifié. Ah là là, c'est trop bien. Un ermite, né d'un démon. Chosen. C'est trop bien. Ah, je kiffe. Je suis trop content, j'ai hâte de lire ça. Même si je suis content de vous le partager, j'ai hâte d'aller un peu là-dedans et d'avancer plus dans la préparation de ce que j'ai envie de faire avec ce jeu. Des effets secondaires diaboliques. Ok, la liste de sorts. Bah là, on a pas mal de sorts supplémentaires. Donc pour les witch. Ok, c'est cool. Donc là, bah, en vrai, je pense qu'on va pas manquer de sorts. Hein. S'il y a plusieurs zines comme ça qui sortent, ma petite crainte est complètement débile. Donc là, c'est... Ok, ça c'est le moyen de comprendre, de lire
le X. Donc là, on avait terminé sur les mécaniques. Hein. Finalement, c'est allé assez vite, les nouvelles mécaniques. Parce que là, on arrive dans ce qui va être la campagne. Donc le petit scroll proposé. Là, on a des monstres spécifiques, d'accord. Ah, ils sont pas... Il manque un petit peu d'illustration. Un petit peu déçu là-dessus. Surtout que c'est comme... Pour le coup, c'est des monstres un peu plus originaux, vu que c'est pas ceux du livre de base. J'imagine qu'ils vont être un peu plus difficiles à s'imaginer soi-même en tant que MJ. Ok, ensuite là, c'est le donjon. Donc en fait, il y a un gros donjon, des petits lieux qui sont décrits, des tables aléatoires. On peut s'attendre à ça du coup pour un... Ah et là, il y a des trésors. Donc on peut s'attendre à ça dans un petit, magazine comme ça. Ça fait combien de pages ça? Ça fait 66 pages. Cool. Un autre. Un autre. Un autre. S'il vous plaît. Ok, le deuxième... Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Lui, c'est le thème un peu plus... On est dans le désert. Desert Sorcerers, Bandits, Trésors perdus, des ruines, Pit Fights, Perilous Adventures. Donc là, ce sera plusieurs aventures, mais on a encore un X-Scroll, des tables aléatoires pour cette zone, cette région un petit peu thématisée. La terre des Raskodai, des sorciers des sables, et des monastères mystérieux dans les canyons. Ouh, ok. Donc nouvelle classe, le Desert Rider. Donc lui, il a une monture. Ok, ça c'est un truc qui peut un peu m'inquiéter, qui est une règle de monture directement incluse. Mais je lirai ça plus en profondeur plus tard. Parce que je me dis, est-ce que les autres... Comment ça marche les montures pour les autres, etc. Bon, on verra. Le Pit Fighter, donc là c'est quoi? Il a l'air d'être... Il a une armure légère, mais par contre, lui, il survit plus facilement, implacable. Donc c'est un gars qui laisse pas tomber. Et le Rasgodai. Ça a l'air d'être une sorte d'assassin, lui, pour le coup. C'est marrant parce qu'il a un masque d'Oni un peu, donc ça donne un peu l'impression que c'est... Alors c'est peut-être des images libres de droit, je sais pas. Je trouve que ça ressemble pas au style des autres illustrations. Et donc lui, du coup, ça a l'air d'être une sorte d'assassin. Bon, je lirai plus. Hein. On a les titles, des nouvelles armes, des bolas, des shurikens. Ah bah ouais. C'est marrant parce qu'il y a shuriken, mais il n'y a pas de katana. On a des nouvelles armes, gameplay. Ah, on a une nouvelle sorte de mini-jeu ou de truc un peu à faire, le pit fighting. Ça, c'est assez cool. Ah, c'est comment on fait les mises et tout pour le pit fighting, ok, sympa. Un générateur de rencontres aléatoires pour le pit fight, genre qu'est-ce qui arrive dans l'arène quand on se met dedans, c'est cool. L'arène de Traxxas. Ok, l'ambiance, comment se comporte la foule. Là, ah, c'est pas mal, ça c'est une règle, une option, vous voyez. Le jeu, il va se permettre d'ajouter des nouvelles petites options qui complètement modulables. Il y a déjà un côté modulable, puisqu'on a un truc pour mettre des blessures critiques. Ce qui peut faire que si vous n'avez pas envie que vos joueurs ils meurent trop vite, notamment arriver à un certain niveau, vous pouvez plutôt faire des sortes de blessures comme ça, qui vont avec des effets permanents et tout quand même, mais ça peut être un moyen de pondérer si on préfère garder des personnages quitte à ce qu'ils s'affaiblissent un peu, qu'ils soient blessés, etc. Si on préfère les garder plutôt que de les voir mourir sur ce qu'on n'a pas de chance. Des poisons. Ah, cool. Ça m'inquiétait. On a bien du coup des règles de monture qui vont venir en plus, qui tiennent sur 2 pages. J'ai enlevé mon affichage. Tiens, est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir un défilement de 2 pages? Voilà, ça fonctionne toujours bien en double page. Ça, c'est le petit côté un petit peu comme ça. Vous voyez, un petit peu maniaque. Ok, donc double page sur les montures. Donc ça, c'est cool qu'il y ait une règle de base pour les montures et que ce soit pas juste une capacité de classe. Et ensuite, on a... ok, donc le X-Scroll et un gros donjon avec des Duergars. Ok. Cool. Franchement, les zines, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ce petit ajout de... Je pensais qu'il y aurait juste les classes et un donjon. Et en fait, bon, ça va un petit peu plus loin. En fait, ce que j'aime bien, c'est comme le développement des mécaniques au fil des suppléments, il est relativement simple. C'est vachement encourageant à se dire, bah moi, je peux vraiment customiser le jeu comme je le souhaite. Donc ça, j'aime bien. Mode lecture. Donc là, on est sur un truc un peu Vikings. On a des îles et tout. Qu'est-ce qu'on a? Le Seawolf. Ok, il a 3 dieux, Loki, Freya et Odin. Les anciens dieux. Seafarer, avantage pour se déplacer dans les bateaux et tout. Ok, ça c'est cool. Le Seer, donc le voyant. Donc ça c'est le tout dernier hein, qui a été fait. Je pense que... Ah, il n'y en a que 2 de classe là pour le coup. Et donc lui, il casse des sorts de quoi? Ah, il a des sorts spécifiques. Des Seer Spells. Apparemment. Cool ça. Des nouveaux sorts. Donc les titres, pareil. Des backgrounds.
Franchement, ça c'est trop bien. J'ai trop envie de faire un truc de viking là. Avec les backgrounds de viking, des noms nordiques, description rapide des lieux nordiques, des dieux nordiques. Nouveaux équipements, la hache, bon, il n'y a pas 50 000 équipements. Les trucs pour les bateaux, ça c'est cool. Maintenant, là, les montures, on a les bateaux. J'ai hâte de voir ce que ce sera le prochain zine. Est-ce que ça va être un truc de voyage entre les plans, j'en sais rien. Parce que là, on a... Enfin, est-ce qu'il y aura une thématique qui va vraiment amener des nouvelles mécaniques? C'est ça que je me demande s'il y a de nouveaux zines. Des serments, reinforcement. If you're zero level character, you can use the following table to determine how your new character arrive. Ah, ça c'est pas mal. C'est un moyen de faire apparaître un nouveau personnage niveau 0, donc c'est une sorte d'amélioration de ce dont on parlait, la sorte de mid grinder, le fait de faire jouer une première partie niveau 0. Une statue qui était pétrifiée finit finalement par reprendre vie après plusieurs années. Donc ça c'est un moyen de faire pop un personnage de manière un peu... Vous avez votre personnage qui est mort, on veut faire apparaître un nouveau personnage rapidement dans la partie, hop, on roule sur cette petite table, je trouve que c'est rigolo. Un monastère. Je comprends pas trop l'ordre des pages là par contre, par rapport à d'habitude. Pourquoi on a un monastère là d'un seul coup? C'est pour les raids, c'est un exemple de monastère de comment il fait un raid. Ouais, donc on est vraiment dans le thème viking quoi. Des rencontres aléatoires pour les mers glacées. La magie. Ok, donc le Seer, il a pas 15 000 sorts, donc j'imagine que c'est une classe mixte, je suis passé un peu vite dessus, mais il a quand même ses nouveaux sorts, quoi. Les îles, ouais, le Hexcrawl, les Draugr, ouais, va jouer à Skyrim, donc des créatures type nordique, trop bien. Un donge. Ok, un donge. Ok. Eh ben, j'ai hâte d'aller lire ça tout seul. Je vais regarder quand même un dernier truc vite fait avant de vous quitter. Je vais pas faire de longues conclusions parce que vous l'aurez compris, je suis assez content. Je vais pas vous faire de longues conclusions, mais on va quand même regarder. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Game Master Screen. J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Bon, l'illustration est assez badass. Alors après, faut aimer parce que c'est toujours le débat. Hein. Qu'est-ce que c'est une bonne illustration d'écran du maître du jeu? Moi, je pense que je m'en fiche un petit peu en réalité. Ce qui m'intéresse plus, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Le générateur de NPC. Donc ça, c'est très cool parce que comme les règles du jeu sont ultra basiques, on n'aura pas besoin de vous foutre les règles derrière l'écran. Mais d'ailleurs, même dans d'autres jeux, hein, je pense que, moi, c'est pas mon cas, mais que si vous investissez, vous avez tendance à vous investir sur des jeux à grosse mécanique et à y jouer pendant longtemps, au bout d'un moment, même si à la base le jeu il peut être complexe, voire compliqué, mais ça c'est un autre débat, vous finirez par maîtriser les règles. Et donc l'écran il vous sera de moins en moins utile, entre guillemets, ce qu'il y a derrière l'écran. Alors que ça vous sera toujours utile, je dirais, un générateur de PNJ avec des noms, des occupations et tout, la table des rencontres aléatoires. Bon, ça, au bout d'un moment, vous aurez pu le connaître par cœur, mais voilà. Mais c'était ce dont on parlait la dernière fois, la fréquence, la distance à laquelle se trouve la rencontre aléatoire et tout. Et un générateur simplifié de trésors, de trésors de base. Ça, c'est vraiment genre, vous fouillez une maison ou les poches d'un mec, quoi. Il n'y a pas tous les trésors du jeu et tout. Mais ça me semble pas mal. En tout cas, pour improviser, ça a l'air vraiment très bien conçu. Hein. Si je devais conclure, moi, ma conclusion, ce serait ça. Il y a vraiment tout le matos dans le livre de base. Je pense livre de base, écran, vous en avez vraiment pour très longtemps. Ça va pas vous demander beaucoup de... Ça vous permet d'avoir moins de charge créative, de vous concentrer juste sur l'arbitrage et de vous laisser surprendre un peu aussi en tant que MJ. Alors, il y a d'autres jeux hein, qui ont leur table aléatoire et tout. Et en général, les tables aléatoires, ça va voguer entre... Trop compliqué la manière de l'utiliser pour l'utiliser en pleine partie. Vous allez plutôt l'utiliser en création de partie. Donc là, des bouquins comme ça, j'en ai plein. Voilà, ça me fait plus penser à Nave. Nave, je trouvais que c'était un bon équilibre de tables aléatoires à lancer en pleine partie pour créer des trucs. Il y avait aussi ceux de Macchiato qui sont très bien, mais qui demandent plus d'interprétation, on va dire. Celles de Macchiato, je dirais, qui vont peut-être créer... qui ont plus de potentiel parce que les combinaisons, en fait, la manière dont elles sont foutues ressemble plus à des oracles à la Iron Sword, mais demande plus d'interprétation. Donc c'est différents styles. Moi je pense que je me servirais de grosses tables aléatoires complexes pour aller chercher de l'inspi, pour préparer des choses, si j'ai envie de préparer. Je sais pas pourquoi je tiens le black hack comme ça. Ouais, on parle de l'autre jeu en même temps. Wouh. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand je vais aller préparer, je vais pouvoir me servir de tous mes bouquins, et c'est un sujet qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo. Mais le bouquin qui contient à la fois les règles que j'aime bien, à la fois un bestiaire, à la fois plein d'objets magiques,
à la fois plein de sorts, enfin et à la fois plein de tables aléatoires de manière la plus compacte possible. Enfin, moi, je suis impressionné par la manière dont ce bouquin présente ça. J'ai hâte de l'avoir en main, puisque justement, en parallèle de mes campagnes en 2D6 plus bullshit, qui sont plus orientées intrigue, on va dire jeu relativement lent, moins aventure, plus centré autour des personnages, je vais essayer de faire du Shadow Dark qui lui va être plus aventure, découverte, bac à sable. Donc je vous ferai des retours là-dessus, et puis quand on fera les ateliers JDR, quand on fera... Enfin, ça va m'habiter un moment, je pense, à moins que je me lasse très vite, mais je suis encore excité après y avoir fait jouer 3 fois, juste avec le kit d'initiation, et j'ai hâte de voir ce que je peux faire, ce que je peux créer moi en fait à partir de ça, plutôt que de simplement jouer un module qui m'est proposé, donc je vous dirai tout ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur BonMJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à soutenir sur le Tipeee pour permettre des vidéos fréquentes. Je l'espère toujours aussi appréciables. Rendez-vous sur le Discord, tout ça. J'espère, voilà, moi je voulais vous partager mon excitation. Ça tombe, tout le monde s'en fout de Shadow Dark. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis j'espère qu'il y aura une traduction française pour que peut-être il soit accessible à plus de monde, parce qu'il y a pas mal de petits jeux comme ça qui mettent souvent beaucoup de temps à être traduits en français. J'espère que ce sera le cas de ce jeu-là. Parce que même pour moi, je pense s'il y a une sortie française du bouquin, je le reprendrai, ou au moins le PDF, je sais pas, mais parce que les tables aléatoires, de temps en temps, vous pouvez un peu buter dessus, notamment les aventures en anglais, des fois, il faut se faire un peu au vocabulaire du machin. Ça me pose pas de grandes difficultés, mais pour vraiment réagir du tac au tac et justement profiter du côté aléatoire très rapidement, ça peut être sympa parce que comme ça vous lisez à voix haute ce que vous avez tiré sur la table aléatoire, vous gagnez du temps. Bref, pourquoi je suis encore là? Je vous ai déjà dit au revoir. Allez, merci de m'avoir écouté. Ciao.